La journée commence normalement dans cette petite école primaire où les élèves ont 6, 7, 8 ans, quand dans la classe d'Abigail, cette maîtresse qui a 25 ans et des élèves de 6 ans, un coup de feu va retentir. Alors là, hurlements, cris, la totale, c'est l'horreur dans cette école primaire. C'est l'horreur, oui, mais vous n'êtes pas prêts sur cette histoire où je crois que là, ça y est, on a toucher le fond, vous ne devinerez jamais qui est l'agresseur. Malheureusement, c'est parti. Abigail Zwerner est une enseignante de première année de 25 ans, employée à l'école primaire Rich Neck Elementary School. C'est une école primaire de Newport News, USA, avec 550 élèves. Abigail va quitter son domicile comme tous les jours et ne se doute pas un seul instant par cette belle journée que tout va basculer pour elle effroyablement. Et oui, elle ne se doute pas que sa vie va basculer dans quelques heures. Non, elle, Abigail, elle arrive à l'école où jouent les petits enfants dans la cour dans des éclats de rire. Des bus scolaires arrivent encore et encore et elle se dirige vers la salle des maîtres et des maîtresses pour saluer tout le monde. Puis arrive l'heure de la classe et tous ces petits élèves vont rentrer un par un dans la classe. Rien ne paraît anormal à part peut-être quelque chose, le petit John, un élève que nous appellerons John car nous gardons l'anonymat des élèves. Donc John paraît bien agité, il est comme énervé, tendu. Abigail ne va pas prêter attention plus que cela à son petit élève agité, car elle sait qu'il a de gros problèmes affectifs et dans sa famille, entre autres avec sa mère, Taylor, 25 ans. Donc elle ne prête pas plus attention à lui. Et l'heure du déjeuner arrive et c'est à 14 h le 6 janvier 2023 qu'éclatera la fusillade qui va malheureusement être la première dans les écoles américaines en 2023. Mais revenons en arrière la veille au soir dans un immeuble où vit un petit garçon, comme je vous l'ai dit, que nous appellerons John. Il est mineur, John est dans son appartement, il vit avec sa mère et il en a ras-le-bol, il ne supporte pas l'école du haut de ses 6 ans. Il y a un an déjà, il avait eu des problèmes de comportement à l'école alors qu'il n'avait que 4 ou 5 ans au moment des faits. Exemple, il avait maudit, insulté le personnel, essayé de fouetter d'autres élèves avec sa ceinture et il avait même étouffé avec ses bras un enseignant. Oui, du haut de ses 4-5 ans, il avait essayé d'étouffer un enseignant. C'était en 2021, John serait venu derrière son professeur, aurait verrouillé ses avant-bras autour de son cou et l'aurait tiré vers l'arrière. Dites-vous qu'il a tout de suite été déplacé et changé d'école. Pas le prof, John l'élève. Il a donc été déplacé dans une autre école, notre fameuse école Rich Neck Elementary School de 550 élèves en école primaire et maternelle. Mais John, lui, il s'en fiche de cette école, il s'en fiche de ses camarades, car pour lui la vie n'est pas facile avec sa mère. Elle le néglige énormément, pour ainsi dire, elle fait comme si elle n'avait pas d'enfant. Elle, malheureusement, ne pense qu'aux consommations de ces produits illicites et John vit dans cet appartement complètement désœuvré et surtout livré à lui-même. Et comme je vous l'ai dit, malheureusement, comme elle consomme des substances illicites, cela explique ceci, le fait qu'elle néglige son fils. Une semaine avant notre histoire, John a réussi à subtiliser le téléphone de sa professeure Abigail Werner et l'a jeté violemment au sol. Le téléphone portable de Madame Zwerner est cassé, ce qui a entraîné une suspension d'1 jour de l'élève John. Et là, à son retour, le lendemain, la rage au ventre, il se dit qu'il n'aime pas l'école et qu'il déteste son enseignante parce qu'à cause d'elle, il a été puni. Il en veut à mort à cette femme. Et comme il est seul chez lui à l'abandon dans cet appartement et qu'il est surtout très en colère, qu'est-ce qu'il va faire? Il va monter sur un fauteuil pour attraper le revolver 9 mm de sa mère sur l'étagère. Et oui, c'est là qu'il va prendre une arme, un 9 mm qui est sur l'étagère en hauteur. Cette arme appartient à sa mère et elle est laissée là à qui veut bien la prendre. Nous sommes donc ce fameux jour d'école le 6 janvier 2023. Les bus sont arrivés, l'école fourmille et la matinée passe.
Un élève croit voir une arme à la main de John qui est en train de se vanter et l'élève va le dire au professeur. Ils finissent par fouiller les affaires de John vite fait ou non. Alors là, il y a plusieurs versions. Il y a des versions dans toutes les publications qui disent qu'un professeur aurait fouillé les affaires de John mais vite fait bien fait et n'a rien trouvé. Et il y a d'autres publications qui disent qu'ils n'ont même pas fouillé les affaires de John alors qu'un autre élève a dit qu'il avait une arme. Donc, à ce jour, nous ne savons pas si son sac a été réellement fouillé car différentes versions s'opposent. Les enseignants auraient fouillé et rien trouvé ou n'auraient pas pris la peine de fouiller John. Car on aurait même dit à l'enseignante Abigail d'attendre vis-à-vis de cette situation, car la journée scolaire était presque finie et si tu as un élève dans ta classe qui a un 9 mm, fais comme si de rien n'était, finis ta journée et on verra demain. Retour de tout ce petit monde en classe. Abby envoie quand même un SMS de son inquiétude au sujet d'une arme dans le cartable de son élève. Il est bientôt 14 h. Et Abby est mal à l'aise avec cette histoire d'arme, mais bon, c'est rien. Elle se dit qu'il faut passer à autre chose et continue son cours d'école primaire. Et là, malheureusement, l'enseignante de première année va être abattue par un élève de 6 ans. C'est John, notre fameux John, en colère. Il se tient face à elle, arme au poing, et devant toute la classe et ses camarades, il lui tire dessus sans sourciller. Dans sa salle de classe, Abby dira qu'elle n'oubliera jamais ce moment qui, comme suspendu dans le temps, flotte. Lui, John, il est l'arme à la main. Il ne réalise pas vraiment la situation qui va trop vite. Boum, il a tiré. Il ne gère plus du tout cette situation. Pourtant, Abby, elle, dira ne pouvoir jamais oublier le regard sur le visage de son élève alors qu'il dirigeait le pistolet vers elle. Elle dira même que ça se voyait qu'il avait pensé qu'elle était morte et qu'il fut bien déçu quand elle bougeait encore. Avec le peu de respiration et de force qui lui reste, Abby essaye de garder l'esprit clair. Sortir de la classe, loin de cet élève, avec ses élèves. Tous les élèves sont choqués, ils pleurent, ils crient de plus en plus fort. Mais elle crie encore plus fort de sortir de cette classe et en file indienne en courant, elle dirige tous les élèves loin de sa classe. Pendant ce temps, Amy Korvac est une maîtresse qui est spécialiste en lecture pour les tout-petits, entend le coup de feu. Amy Korvac a entendu le coup de feu et s'est dirigée courageusement vers la classe. Elle va trouver John au sol avec l'arme à côté de lui qui aurait dit fièrement « J'ai tiré sur ma maîtresse, cette chienne ». De là, Amy va retenir John dans la classe, appeler le 911 et comme je vous l'ai dit, garder John jusqu'à l'arrivée de la police. Et c'est pendant cette période d'attente que le petit garçon de 6 ans a avoué à cette maîtresse avoir tiré sur Madame Werner. La maîtresse dira que pendant le temps qu'elle le retenait, il lui avait dit qu'il avait pris l'arme de sa mère et qu'il n'avait pu mettre qu'une seule balle et puis mettre l'arme dans son sac à dos. Revenons à Abigail, elle est terrifiée. Elle se dit « Ces enfants ont besoin de sortir d'ici. Cette classe n'est pas sûre, cette école n'est pas sûre. » Elle voulait juste faire sortir ses petits bébés de là, dira-t-elle. Après avoir mis ses élèves en sécurité, sa mémoire s'estompe. Sa vision se brouille. Abby Werner ne savait pas que son poumon se remplissait de sang et elle avait de plus en plus de mal à respirer. Elle s'est évanouie et elle croyait à ce moment-là être morte et qu'elle ne reverrait jamais le sourire de ceux qu'elle aime. Abby va subir de multiples opérations après avoir reçu une balle dans sa main gauche et dans le haut de sa poitrine, c'est-à-dire qu'elle a fait un geste défensif et que la balle a traversé sa main et le poumon. En faisant donc un geste défensif, cela va traverser les deux mains et poumons. Ces soins vont prendre 2 semaines complètes à l'hôpital. La mère du petit garçon, John, Madame Deja Taylor, a été accusée de négligence d'enfant et de délit en laissant imprudemment une arme à feu chargée en haut d'une étagère pouvant mettre la vie d'autrui en danger. En juin 2023, elle a également été accusée d'avoir utilisé illégalement une substance illicite alors qu'elle était en possession d'une arme à feu.
Abigail Zwerner, la maîtresse, s'exprime publiquement pour la première fois dans une interview à Today. Elle a déclaré qu'elle faisait face à des obstacles et des défis à la suite de ses multiples opérations, ayant reçu donc une balle dans sa main gauche et dans le haut de sa poitrine. Elle a beaucoup de rendez-vous d'ergothérapie qui la laissent physiquement et mentalement épuisée. Elle dit que les jours ne sont pas si bons et que parfois elle ne veut pas se lever du lit. Qu'il y a des jours meilleurs que d'autres où là elle peut sortir du lit et aller à ses rendez-vous. Elle a 25 ans et sa main gauche est toute bandée car elle vient de subir une 4e opération pour aider l'os de sa main à mieux fonctionner. Elle a plusieurs cicatrices et elle dira que ce ne sont pas que les cicatrices physiques mais également les cicatrices psychologiques. Elle dira dans une autre interview accordée à NBC qu'elle n'avait toujours pas les pleines fonctions de sa main, ce qui rend les tâches simples plus difficiles. Elle ne peut pas ouvrir une bouteille d'eau, a du mal à s'habiller. Elle dit que les médecins ne sont toujours pas sûrs de savoir si elle pourra utiliser sa main comme avant. De ce fait, elle veut poursuivre l'école et l'institution scolaire, demandant des dommages et intérêts à hauteur de 40 millions de dollars. Car elle juge que dans l'école, ils n'ont pas bien fait son travail. Ont-ils fouillé ou non le cartable de John? Cela reste toujours un mystère et en tous les cas, ça aurait dû être fait et fait correctement et on aurait dû retrouver cette arme avant qu'il ne lui tire dessus. Et deuxièmement, elle juge que les portiques de sécurité détecteurs de métaux ne fonctionnent pas bien puisqu'il a réussi à passer avec son sac à dos alors que dans cette école, il y a des portiques à métaux installés. Ce tir du 6 janvier a soulevé des inquiétudes quant à d'éventuelles défaillances de la sécurité de la maternelle et de l'école dans un district scolaire secoué par d'autres incidents de violence armée dans les écoles locales au cours des 18 derniers mois. Oui, parce que ce n'est malheureusement pas la seule histoire, je vais vous en raconter une autre. En effet, en 2000, il y a quelques comparaisons avec le meurtre de Kayla Roland, également commis par un garçon de 6 ans. Le garçon avait trouvé l'arme à feu alors qu'il vivait chez son oncle. La maison de son oncle était un taudis rempli de produits illicites où les armes à feu s'échangeaient contre d'autres produits illicites. Lui, le petit de 6 ans, il a pris une arme, est allé à l'école et a tiré sur une petite fille américaine, elle aussi de 6 ans, du canton de Montmorris, au Michigan. Elle a été tuée par balle le 29 février 2000. Tant d'histoires si choquantes dont l'âge ne cesse de décroître, nous ne sommes plus sur des adolescents vengeurs ou qui pètent des plombs, mais bien sur des petits enfants de 6 ans qui tuent leurs camarades. Alors, le cabinet d'avocat d'Abigail, la maîtresse, dira intenter une action en justice. L'avocat dira « Je peux vous dire qu'il y a eu des échecs à plusieurs niveaux dans cette affaire et qu'il y avait des adultes qui occupaient des postes d'autorité qui auraient pu empêcher cette tragédie en trouvant l'arme et qui ne l'ont pas fait. » L'avocate Diane Toscano dira aussi que le petit garçon qui a tiré sur Abigail a des problèmes de comportement et un schéma d'interaction troublante avec le personnel des écoles et d'autres élèves et que là aussi ils étaient au courant. La famille a également déclaré que le garçon qui a donc un handicap aigu n'a jamais eu le traitement dont il avait besoin. Et justement, depuis cet incident horrible, a été ordonné par le tribunal qu'il soit suivi psychologiquement dans un hôpital. Et le petit John est donc dans un hôpital, il ne peut pas sortir et il est suivi par des médecins. Madame Taylor, la mère de John, sera jugée en octobre 2023 et pourrait être condamnée à 25 ans de prison puisque je vous ai donc dit qu'elle était accusée de prendre des produits illicites plus qu'elle détenait une arme laissée comme ça posée n'importe comment sur un meuble, mettant la vie en danger d'autres personnes. Et cela est interdit. Si vous avez une arme aux États-Unis, elle doit être mise dans une boîte et dans un coffre et elle ne doit pas être chargée. Or là, apparemment, le revolver 9 mm de cette mère était non seulement sur l'étagère, mais déjà chargé d'une balle. Nous finissons donc cette histoire avec un enfant de 6 ans qui a tiré sur sa maîtresse qui n'avait rien demandé à personne, qui est maintenant à l'hôpital pour être soigné pour différents troubles. Et le juge a dit « Ce n'est pas cet enfant qui paiera les erreurs de sa mère, mais bien sa mère. » qui va être jugé donc en octobre et risque jusqu'à 25 ans de prison. C'est une histoire qui va se passer à Sodus, New York principalement.
Même si cela va pas mal bouger dans d'autres États tels que le Texas, sur des couples et leurs enfants, des ex et de la jalousie, de la rancœur et leurs relations enchevêtrées. En effet, il y a 2 couples et les ex vont devoir se revoir chaque semaine ou chaque mois pendant les vacances puisque, vous l'imaginez bien, quand des couples sont séparés, ils doivent apporter les enfants à l'autre couple pour justement les week-ends et les vacances. Et ça, Charlène, elle ne le supporte pas, revoir son ex et sa nouvelle femme. Je vous explique. Charlène bouillonne intérieurement. Qui est-elle ? Elle, Charlène Childers, elle a 26 ans et elle en veut à son ex, elle est jalouse d'Amber, sa nouvelle petite amie. Pourquoi serait-il heureux alors qu'elle n'a jamais réussi à trouver la paix intérieure et que ses enfants lui manquent? D'ailleurs, sur cette horrible histoire, un policier dira, et ça vous laisse présager le ton dans cette histoire, qui n'a jamais vu un ou une méchant ou méchante criminelle aussi horrible de toute sa carrière. Belle promesse, si je puis dire, d'histoire à venir. Josh, lui, vit sa vie tranquillement avec son nouvel amour Amber. Il démarre sa propre entreprise d'entretien de pelouse. Le couple a même acheté une nouvelle maison et pensait à se marier. Josh adore Amber, qui était si douce, adorable, tout à fait l'inverse de son ex Charlène. Leur fils a 4 ans, il s'appelle Josh Jr. Malheureusement, il est né avec un autisme et il ne parle jamais, il ne s'exprime jamais à l'oral. Mais cela n'empêche pas le bonheur de ce jeune couple. Ils ont très bien géré l'autisme de leur fils, diront la famille. Josh et Amber étaient également les parents de 2 enfants plus âgés, issus donc de la relation précédente avec Charlène Childers, la mère. Ce qui explique, comme je vous l'ai dit, qu'il devait revoir Charlène régulièrement. Et ces entrevues n'étaient pas toujours simples, mais bon, la vie suit son cours et malgré tout, la famille de Josh a son petit rythme, école, travail, soirée pour les parents plus calmes quand les enfants sont couchés et ils adorent leur vie ensemble, bien loin d'imaginer ce que malheureusement l'avenir leur réserve. Comme je vous l'ai dit, la vie suit son cours, travail, école, amis. Tout allait bien jusqu'à cet après-midi fatidique du 22 octobre 2018. La voisine de Josh et Amber, Tiffany Taylor, a vu Josh s'appuyer contre son camion dans une conversation tout à fait normale avec quelqu'un. Quand elle a vu Amber arriver avec leur fils, le jeune Josh, 4 ans, attaché sur son siège auto sur la banquette arrière de leur voiture. Peu après, la voisine est rentrée chez elle quand elle a entendu des coups de feu. Elle a dit qu'elle s'est retournée, qu'elle a regardé par la fenêtre de sa cuisine et qu'elle a vu Josh tenir sa poitrine. C'est à ce moment-là qu'elle a vu Amber qui essayait de reculer avec sa propre voiture. Et alors, elle fut dépassée par le tireur. Le tireur s'est retourné et a tiré une balle dans la tête d'Amber, toujours accrochée à son volant. La voisine dira qu'elle était terrifiée. Elle regardait de loin son voisin, Josh, qui regardait sa petite amie assassinée sous ses yeux. Blessé, il a essayé de se cacher sous son camion, mais le tireur a de nouveau ouvert le feu, tirant sur lui et le tuant. Le sergent Matt Carr, le shérif du bureau du comté de Wayne, qui a été le premier sur les lieux, a décrit cette scène comme probablement l'une des pires choses qu'il a vues dans sa vie. Et je vais vous expliquer pourquoi, bien que déjà ce que je vous ai dit juste avant est déjà bien assez horrible, je vous explique. En effet, au beau milieu de cette zone pavillonnaire devant les maisons, gisaient 2 corps dans une mare de sang. C'était totalement hors du temps, comme fou et presque impossible à voir et à intégrer dans son esprit. Avec en plus le petit garçon de ce couple mort qui attendait dans le siège auto, traumatisé, témoin d'une telle horreur. Comme il était non-verbal, donc qu'il ne s'exprimait pas par la parole, Josh Jr. n'a pas été en mesure de rendre un témoignage sur cette fusillade. L'agresseur décrit par les témoins comme portant un sweatshirt noir à capuche est un homme blanc, mais il avait déjà fui les lieux. Les autorités vont être au taquet du taquet et vont visiter et fouiller les maisons de tous les voisins, leurs garages, toutes les jardins, les garages automobiles, les commerces, ils ne vont rien trouver.
Aucun signe du tireur. Le même jour, Charlene Childers, l'ex qui vivait au Texas, à des centaines de kilomètres de là, a appelé la mère de Josh après qu'elle ait dit qu'elle ait vu des images de tirs et de morts sur les médias sociaux. Elle s'est tout de suite rendue à New York pour réconforter ses enfants et pleurer avec la famille de Josh, parlant même aux médias locaux lors d'une veillée aux chandelles. On lui donnerait toute l'innocence, diront certains. Charlene Childers, elle, a déclaré au détective qu'elle et Josh avaient une relation tendue, voire violente, et que la police s'était déplacée chez elle à plusieurs reprises. Elle a également allégué que Josh consommait des produits illicites et que donc, quand il venait chercher les enfants, parfois il était éméché, sous l'effet des produits et qu'il devenait violent avec elle. Mais certains diront que Charlene avait profité de cette situation du fait que Josh venait chercher ses enfants pour dire qu'elle était violentée ou qu'il y avait des disputes et pour pouvoir appeler la police. Et comme on dit bien souvent, le premier qui appelle la police a raison et cela allait donc nuire à l'image de Josh. De plus, la famille de Josh a cependant affirmé que Charlene Childers était souvent l'instigatrice des bagarres et qu'elle a appelé le 911 pour prendre le dessus dans la relation car comme je l'ai dit, c'est souvent celui qui appelle en premier qui a raison. Dira une connaissance. Ces deux-là étaient comme le feu et l'eau, ils ne pouvaient tout simplement pas être ensemble dans la même pièce. Au moment des meurtres, en tout cas, Charlene vivait au Texas et elle était là-bas. Était convenu entre eux qu'elle s'occupait des deux enfants du couple pendant l'année scolaire et que Josh et Amber prendraient la relève des enfants pendant l'été qui arrivait. Elle vivait avec son nouveau mari, Tim Dean, rien de moins que le chef de la police dans la petite ville de Sunray au Texas. Mais quelle ascension pour Charlene qui était maintenant la femme du chef de la police. Et accrochez-vous là parce qu'on va marcher sur la tête. Tim le policier et le mari de Charlene va être filmé en train de frapper sa propre fille de 3 ans au visage. Suite à cette violence faite à sa fille, Tim va perdre la garde de sa fille, mais le juge va ordonner également de retirer la garde à Charlene de ses 2 enfants qu'elle a eus avec Josh. Bon, et puis vous vous en doutez, la police va remercier Tim, le nouveau mari de Charlene. Ils ne veulent pas de policiers violents avec les enfants. En août, quelques mois seulement avant les meurtres de Josh et Amber, Charlene avait offert de divorcer à son mari Tim, le policier, pour tenter de regagner la garde de ses enfants. Elle se dit que si elle n'est plus avec un mari violent, eh bien le juge va lui redonner ses 2 enfants. Mais le juge a choisi de laisser les enfants avec Josh et la douce Amber pour le moment. Cela l'a mise énormément en colère et l'a frustrée. Mais croyez-vous que Tim était le seul homme dans la vie de Charlene Childers? Eh bien non, elle avait aussi un petit ami à Sodus, Casey Miller. Lui, Casey Miller, il avait déjà purgé une peine de prison pour avoir eu une relation amoureuse avec cette même Charlene alors qu'elle avait 14 ans. Comprenez là que c'est une histoire ancienne entre elle et lui. Quand Charlene avait 14 ans, elle est sortie avec Casey Miller qui lui était adulte, ce qui fait qu'à l'époque, il a purgé une peine de prison. Mais maintenant, quelques années plus tard, après que Charlene ait fréquenté Josh et eu 2 enfants, qu'elle se soit mariée avec Tim, l'ex-policier, elle refréquente Casey Miller. Même si leur histoire date d'un moment, peu après les meurtres, il aurait aidé Charlene à se débarrasser d'une arme de poing. Cela semblait être une chose essentielle dans l'affaire, mais le rapport de la balistique ne correspondra pas du tout au pistolet utilisé pour les 2 meurtres. Et en plus, Emile, le petit ami, était au travail lorsque les meurtres ont eu lieu, l'éliminant en tant que suspect directement. Cependant, lorsque les autorités ont regardé plus près Tim Dean, le policier et mari de Charlene, ils ont appris par le biais des enregistrements téléphoniques que Tim avait appelé le 911 à Emporia au Texas quelques jours avant la fusillade. Dean avait essayé de faire demi-tour vers 4 h du matin sur une autoroute de nuit très sombre lorsqu'il a cabossé sa voiture de location qu'il conduisait.
Tim a dit à l'agent qu'il était en train de divorcer, qu'il avait perdu son emploi de chef de la police à la suite de son arrestation et qu'il n'avait pas toute sa tête et qu'il voulait se rendre à New York chez un ami. Après avoir endommagé sa première voiture de location qui avait été louée par un ami et agent de police de Sunray, Brown Bonlar, Tim a demandé à Charlène de venir le rejoindre et de lui obtenir une nouvelle voiture de location. Les enquêteurs ont pu suivre la trace de ce véhicule jusqu'à New York. Ils ont également récupéré des images de vidéosurveillance de l'atelier de réparation automobile qui montraient Tim portant une baignoire pleine de munitions et un gilet pare-balles qui se trouvait à l'intérieur de la voiture de location. Alors moi je vous le demande, qui déjà déplace une baignoire remplie de munitions et avec un gilet pare-balles, qui fait ça? À part quelqu'un qui aurait peut-être quelque chose à se reprocher. En tous les cas, je pose ça là, le Tim, même s'il achète un bon anti-cerne, il ne pourra pas cacher toutes ses erreurs. Reprenons. En effet, qui déplace une baignoire pleine de munitions? Son lien avec le crime a été encore plus cimenté lorsque son ADN a été découvert sur un masque de ski noir trouvé non loin de la scène de crime. Et comme on le sait, l'ADN finit toujours par parler. Lorsque les enquêteurs ont interrogé Bollard, l'ami de Tim et policier, lui-même sur la raison pour laquelle il avait loué la voiture pour son ami, il a craqué. Et là encore, mais accrochez-vous encore plus fort, le policier Brown Bollard a avoué avoir aidé à planifier les meurtres à l'intérieur du garage de Tim. Les enquêteurs ont appris que Charlène avait également assisté à ces réunions. Oui, vous avez bien compris, Charlène, l'ex de Josh, avec son nouveau mari Tim et le collègue policier Bollard, eux, ils se font des petites réunions le soir dans le garage pour réfléchir, blaguer et chercher comment tuer Josh et Amber qui n'ont rien demandé à personne. Je ne comprends jamais comment des personnes peuvent en arriver là à échafauder des plans aussi horribles. Charlène, elle, a plus tard avoué qu'elle avait aidé à orchestrer les meurtres avec Tim après avoir perdu la garde de ses enfants. Elle expliquera. Je venais de perdre mes enfants au moins pour toute cette année scolaire et j'ai dit tu sais quoi, je ne veux pas m'en occuper. Je ne veux plus faire face à la dépression et à la tristesse. J'ai besoin de mes enfants sont ma vie. Tim, lui, l'aurait regardé et aurait dit « Mais que faisons-nous » Et elle a dit « Il doit partir, il doit partir ». On est bien d'accord qu'on se rend compte qu'avec cette version, c'est Charlène qui a poussé son mari à éliminer Josh et Amber en faisant pression sur lui, en lui disant qu'elle ne pouvait plus vivre dans cette situation de tristesse et de dépression et surtout qu'elle ne pouvait plus vivre sans ses enfants. Avant qu'il ne parte pour effectuer les meurtres, Charlène a dit qu'elle avait dit à Tim qu'elle l'aimait. Oui, histoire de bien motiver les troupes. Les plans de divorce n'étaient qu'une ruse pour regagner la garde de ses enfants aux yeux de la justice, car elle aimait toujours Tim. Alors que Charlène a froidement admis son rôle dans le meurtre du père de ses enfants, elle a insisté sur le fait qu'elle ne voulait pas tuer Amber. Le procureur adjoint du comté de Wayne, Christine Callanan, décrit Charlène Childers comme une maîtresse dans l'art de la manipulation. Elle dira qu'elle a toujours utilisé les hommes dans sa vie pour arriver à ses fins et qu'elle a utilisé Tim pour tuer Josh. Tim Dean, Charlène Childers et le policier et ami Bollard ont tous été arrêtés pour leur rôle dans les meurtres. Le policier Bollard a été condamné à une peine de 3 ans pour conspiration au 2e degré. Tim Dean a été mis en prison à vie pour les meurtres, mais dans peut-être une dernière manipulation, Charlène a conclu un accord avec la justice. En échange de son témoignage et de tous les renseignements sur Tim et comment il a fait et procédé pour tuer Josh et Amber, Charlène ne ferait que 28 ans de prison au lieu de perpétuité. Eh bien, c'est ce qu'elle va faire. Elle va enfoncer Tim le plus qu'elle pourra pour elle préserver, si je puis dire, sa condamnation et faire le moins d'années possible. Comprenez là qu'elle l'a forcé à aller tuer son ex et après, devant la loi, elle le charge de toutes les responsabilités. Et là,
Alors qu'elle était en prison, Charlene Childers a professé ses remords à la presse. Je suis un être humain, je fais des erreurs. C'était finalement la plus grande erreur que j'ai jamais commise. Je suis désolée, je suis tellement désolée, plus que je ne peux l'exprimer. Bon, alors la presse ne va pas être du tout convaincue de ses excuses et moi non plus. Et un policier dira qu'il avait été totalement effrayé par son manque d'empathie et il dira aussi que parfois on devrait se rappeler des héros ou des victimes et que lui, parfois, il se rappelle des méchants tant il a été effrayé par la froideur de Charlene. Commençons avec la mère, Deborah Green, née Jones. Elle est née le 28 février 1951. Deborah Green était la deuxième des deux filles de Joan et Bob Jones à Havane, Illinois. Elle a montré une promesse intellectuelle précoce. Elle aurait même appris à lire et à écrire à l'âge de 3 ans. Ceux qui la connaissaient à l'époque l'ont décrite comme quelqu'un qui allait réussir dans la vie. Mais vous allez voir que parfois l'intelligence ne rime pas avec le bon sens. Deborah a fréquenté l'université de l'Illinois à partir de l'automne 1969 où elle va d'abord étudier la chimie. Bien qu'elle ait eu l'intention de poursuivre son ingénierie chimique en tant que carrière, elle va changer d'avis et se diriger vers la médecine urgentiste puis va obtenir son diplôme. Et c'est là, lors du premier cycle de la médecine, qu'elle va sortir avec M.J. Green. Il est ingénieur. Ils vont se marier en 1974. Mais malheureusement, après avoir vécu des années ensemble, ils vont divorcer. Car oui, pendant que Deborah est donc mariée, elle va rencontrer un autre homme. Deborah va rencontrer Michael Farrar, étudiant en médecine comme elle. Là, c'est le coup de foudre pour Deborah. Michael, lui aussi, va être frappé par l'intelligence et la vitalité de Deborah. Il est totalement happé, il est sous son charme. Et d'ailleurs, elle-même, Deborah, va estimer que Michael était une présence stable, il est fiable, tout à l'inverse d'elle qui pique des crises de colère, casse des objets, elle s'énerve pour un oui, pour un non, elle a un caractère, alors là, plus que volatile. Malgré ce caractère volatile, le couple va se marier le 26 mai 1979. Au début des années 1980, ils vont vivre dans l'Ohio. C'est alors qu'ils vont avoir leur premier enfant, Timothy. Il est né le 20 janvier 1982. Après 6 semaines de congé maternité, Deborah est revenue en hématologie et oncologie. 2 ans plus tard, elle aura un deuxième enfant, Kate. Pendant ce temps, le couple Deborah et Michael vont continuer leurs études, finir leur diplôme et obtenir tous les deux leur diplôme de médecine. Après 1 an, Deborah elle a voulu avoir son propre cabinet privé, elle voulait être autonome. Ce cabinet va prospérer jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte une 3e fois et prenne congé pour un 3e congé maternité. Le 3e enfant du couple s'appelle Kelly et elle est née le 13 décembre 1988. D'après tous, c'est-à-dire la famille, les amis, tout le monde s'accorde à dire que Deborah est une très bonne mère, qu'elle aime ses enfants et elle les emmène à toutes sortes d'activités selon les goûts de chacun. En 92, elle a abandonné sa carrière de médecin à cause de douleurs horribles. En effet, Deborah a énormément mal à son poignet, elle a tout le temps des douleurs, ce qui l'handicape énormément au quotidien puisqu'elle ne peut plus facilement s'habiller toute seule, ouvrir des boîtes de conserve, des bouteilles et en plus elle a d'énormes migraines à la tête qui l'empêchent quotidiennement de vivre normalement comme toute femme. Elle va quand même travailler à temps partiel dans une maison de planning familial en tant que médecin. Eux tous, ses collègues, les professionnels de santé qui ont travaillé avec elle, diront que pendant cette période, elle était comme froide, distante. Distante envers eux, mais distante aussi envers ses patients et en plus, elle montrera un comportement complètement obsessionnel pour son mari. Elle veut tout le temps savoir ce qu'il fait, où il est, elle n'a qu'un mot à la bouche, Michael, Michael, Michael.
Et puis, suite à ses douleurs au poignet et ses migraines, son mari affirmera plus tard qu'elle s'était auto-médicamentée. C'est plus facile, elle est médecin et elle va prendre énormément de médicaments, augmentant sans cesse les doses. Et là, c'est le moment parce que notre histoire va totalement dégénérer et basculer dans l'horreur. Donc abonne-toi à ma chaîne si tu ne l'as pas encore fait, tu mets pause, tu t'abonnes parce que c'est la meilleure chose que tu puisses faire pour m'aider. Reprenons. Son mari dira que plusieurs fois il a essayé de la confronter avec ses problèmes concernant son addiction aux médicaments et à chaque fois elle disait qu'elle arrêterait pour lui faire plaisir et puis pour qu'il la laisse tranquille, et à chaque fois elle reprenait. Déborah était totalement accro aux médicaments. Pendant ce temps-là, leurs 3 enfants étaient tous engagés dans des activités à l'extérieur de la maison. Par exemple, Timothy jouait au football et au hockey sur glace, tandis que Kate, elle, 10 ans, était une petite ballerine. Pendant ce temps, le père, Michael, passait tout son temps au travail et pour une bonne raison. Il voulait éviter les crises de violence de Déborah, il voulait éviter les disputes. Donc il n'a trouvé qu'une solution, c'est passer le maximum de temps à l'extérieur de la maison. Pendant ce temps, Déborah, elle, accompagnait les enfants à l'école et à toutes leurs activités sportives. D'ailleurs, certains parents diront que Déborah poussait trop ses enfants à être toujours le meilleur, toujours le plus fort dans les activités sportives et qu'elle était vraiment très dure et ne laissait rien passer et ça brisait le cœur des autres parents qui, après tout, pensaient que quand on va faire du sport, c'est d'abord pour s'amuser et se dérouiller, avoir une activité physique. Non, elle, Déborah, elle prenait ça très au sérieux. Et là, le mari, Michael Farrar, a admis que le mariage n'était pas idéal, qu'ils ne s'entendaient pas vraiment bien et que Déborah avait trop de crises de nerfs. Nous sommes en 1990. Il dira même que ni l'un ni l'autre n'avait jamais exprimé à l'oral son amour l'un pour l'autre, même au tout début du mariage. Michael a raconté que Déborah semblait tout le temps en colère, et parfois la colère allait si loin qu'elle s'était même blessée. Mais elle s'en fichait de savoir quand elle piquait ses colères s'il y avait des témoins ou non. Toutes ces colères pouvaient arriver en privé ou en public, elle était en furie. Imaginez donc cette vie de famille où tout le monde cohabite ensemble dans une magnifique maison, où les parents sont médecins, où la mère est épuisée parce qu'elle a mal physiquement, qu'elle pète des plombs et qu'elle devient hystérique jusqu'à se blesser elle-même et puis de toute façon elle est dépendante aux médicaments, et un mari qui se sent totalement isolé et qui passe la majeure partie de son temps à l'extérieur. Puisque le couple ne s'entendait plus, Déborah a agi en traitant les enfants comme de petits adultes. Elle leur racontait tout le temps des histoires abracadabrantes sur leur père, mettant leur père en porte-à-faux et faisant passer leur père pour un horrible personnage. Elle essayait de monter la tête aux enfants. Manipulés dans leurs opinions sur leur père, les enfants ont commencé à ressentir du ressentiment pour Michael, au point que le fils Timothy et son père ont eu des altercations physiques alors qu'ils n'avaient que 11 ans. Et là, trop c'est trop. En janvier 1994, Michael décide de demander le divorce à Déborah. Il a quitté la maison familiale et les deux vont partager la garde et rester en contact. Et là, étonnement, Michael décide de revenir avec Déborah à une condition: ils doivent trouver une beaucoup plus grande maison pour éviter de trop se croiser, pour éviter d'être l'un sur l'autre et je crois pour éviter à Michael de subir les crises d'hystérie de Déborah. Donc c'est la condition, ils doivent trouver une plus grande maison. En mai, après 4 mois de séparation, ils vont faire une offre pour une maison avec 6 chambres à coucher à Prairie dans un village au Kansas. Mais tout va revenir en arrière et la vente ne sera pas conclue. En effet, ils ont énormément de dettes, la famille dépense beaucoup plus qu'elle ne devrait et le crédit à la banque va leur être refusé. Car le couple a de grosses dettes d'argent, des centaines de milliers de dollars, malgré qu'ils soient tous les deux dans le médical. Ils restent donc tous dans la première maison. Ils vont donc tous rester dans la première maison, et cette maison, un beau jour, va prendre feu.
La maison est en feu, mais heureusement la famille était à l'extérieur. Les enquêteurs d'assurance ont appris par la suite que l'incendie était causé par un court-circuit électrique d'un cordon d'alimentation. Bien que la maison soit réparable et que l'assurance habitation du couple ait payé les dommages et les biens perdus, le couple a décidé qu'il fallait passer à autre chose. Deborah et ses enfants se retrouvent donc à la rue et Michael, dans sa grande gentillesse, et puis c'est normal, il ne va pas laisser les enfants dehors, décide d'accueillir mère et enfants dans l'appartement qu'il avait pris lors de leur séparation et tout ce petit monde va cohabiter dans l'appartement de Michael. Malgré cette proximité, le couple va tout faire pour essayer de ne pas se disputer. Il faut essayer de vivre avec cette proximité. Mais les améliorations n'ont duré que quelques mois et à la fin de 1994, Deborah et Michael étaient tous les deux retombés dans leurs vieilles habitudes de dispute et le mariage est à nouveau en difficulté. Craignant une autre confrontation avec Deborah et impatient de faire un voyage au Pérou, en effet, toute la famille a prévu de faire un voyage au Pérou en 1995, père, mère et les 3 enfants, et Michael décide qu'il demandera le divorce à Deborah une fois que le voyage sera fait pour ne pas gâcher ce beau voyage en famille. Au retour, Michael finira par demander le divorce en juillet 1995. Entre août et septembre 1995, Michael est tombé violemment malade à plusieurs reprises. Et malgré de nombreuses hospitalisations, on ne trouve pas ce que Michael a. Michael souffre énormément, il est extrêmement malade. Comme je vous l'ai dit, il va aller plusieurs fois à l'hôpital et faire des examens. On ne sait pas pourquoi Michael est malade. Et oui, ces médecins n'ont pas pu identifier la source de sa maladie. Et là, la stabilité émotionnelle de Deborah se détériore de plus en plus et en plus des médicaments, elle commence à boire. Pourtant, elle a toujours la garde de ses enfants. Et la rebelote, vous n'allez pas y croire. Le 24 octobre 1995, toute la famille avait emménagé dans la nouvelle maison de leur rêve et cette nouvelle maison en pleine nuit va prendre feu. Le 24 octobre 1995, la maison familiale où, puisqu'ils étaient séparés, habitaient seulement Deborah et les enfants, a pris feu. Cathy et Deborah se sont échappés sans préjudice, mais malgré les efforts des pompiers, leurs 2 enfants furent emportés par les flammes. Timothy et Kelly Farrar sont morts dans l'incendie. Kate, elle est vivante. Elle s'est échappée en grimpant sur le toit du garage et en sautant en lieu sûr. Mais l'enquête va montrer 2 choses. De 1, que le mari, Michael, était en fait empoisonné à l'huile de ricine. Ce sont de petits haricots et ça s'appelle de l'huile de ricine et c'est hautement empoisonné. De 2, que dans toute la maison, il y a des traces de liquide inflammable, donc c'est un incendie criminel. Et avec cet empoisonnement, vous comprendrez que pendant tout ce temps, ce pauvre Michael qui se tuait au travail était en plus en train de mourir à petit feu par du poison qui lui était donné à son insu. Dans un premier temps, Deborah, elle va être suspectée, interrogée, puis relâchée du commissariat. Comme la maison familiale avait brûlé, elle n'avait nulle part où aller. Elle va demander à son mari de la prendre dans son appartement. Alors lui, il va refuser tout de suite. Faudrait peut-être pas non plus le prendre pour un jambon. Il a été empoisonné, la maison a brûlé, c'est la 2e maison. Cette fois-ci, enfin, Michael dit non. Il ne veut pas de Deborah chez lui. Tout de même, dans toute sa gentillesse, bien qu'il ait refusé de la laisser rester dans son appartement, il va lui donner de l'argent et elle va louer une chambre dans un hôtel local. Puis, elle sera admise contre son gré à l'hôpital pour un traitement de dépression bipolaire majeure avec des pulsions suicidaires. Ensuite, lors d'un interrogatoire au commissariat, elle va croiser Michael dans le couloir, elle va l'insulter et lui cracher dessus. Enfin, lors de son arrestation le 22 novembre 1995, Deborah Green a été accusée de 2 chefs d'accusation de meurtre au 1er degré, de 2 chefs d'accusation de tentative de meurtre au 1er degré et d'un chef d'accusation d'incendie criminel aggravé. Elle a été détenue avec une caution de 3 millions de $, ce qui est une somme vraiment énorme.
Elle va maintenir son innocence tout au long des motions préalables au procès et même lors de l'audience de cause. Cependant, lorsque les propres enquêteurs de la défense ont vérifié la force des preuves médico-légales contre Deborah Green, elle a accepté un plaidoyer d'Alford à toutes les accusations. Le 30 mai 1996, elle a été condamnée à 2 peines simultanées de 40 ans de prison, mais Green, elle va demander un nouveau procès à 2 reprises. Sa première demande sera basée sur une allégation d'avoir été rendue incompétente pour la négociation de plaidoyer par des médicaments psychiatriques qu'elle prenait au moment de ses audiences. Et à la seconde, qui a été refusée par un juge, elle a affirmé que les preuves utilisées pour la condamner pour un incendie criminel étaient obsolètes maintenant car il y avait énormément d'avancées scientifiques et qu'il fallait recommencer. Ces 2 demandes vont être rejetées. Et pire encore, lors du procès, Deborah Green accusera Tim le fils d'avoir empoisonné son père avec la ricine et que ce serait même lui qui avait mis le feu. Mais lui, Tim, à l'époque, avait 12-13 ans, pourquoi aurait-il fait cela? De plus, les voisins, bien que leurs soupçons étaient d'abord mis en évidence sur Deborah, ils vont accuser tout un tas de personnes. Les voisins vont s'accuser entre eux, vont accuser les enfants. Les policiers ont eu toutes sortes de témoignages par les voisins qui se transforment dans cette histoire comme des corbeaux malveillants. En tout cas, cette mise en lumière sur Tim permet d'échapper à la peine de mort pour Deborah, car un doute aussi minime soit-il ou même non justifié sème le trouble dans l'esprit des jurés. Elle, Deborah, des mois plus tard, ne redescend pas, elle n'a aucun amour et aucune compassion pour ses enfants et elle-même, elle accusera Tim d'avoir voulu tuer toute la famille. Heureusement, elle est emprisonnée à l'établissement correctionnel de Topeka à perpétuité et au minimum parce qu'elle a déjà demandé à sortir mais ça a été refusé. La prochaine sera quand elle aura 84 ans. Elle est donc dans l'établissement correctionnel, comme je vous l'ai dit, de Topeka. Elle a donc déposé une 2e demande de procès qui a été refusée en 2005. Et elle aura bien le temps, j'espère, avec toutes ces années de prison, de repenser à ces 2 enfants malheureux laissés dans les flammes. Quant à Kate, elle, bien sûr, elle est retournée dans sa famille paternelle. Cette histoire se déroule aux États-Unis à Saint Louis County et malheureusement, comme je vous l'ai dit dans l'intro, vous allez voir que ce qui va arriver à Jennifer, mais alors ça va vous énerver, mais vous énerver comme jamais. Commençons. Jennifer Rothwell a 28 ans et elle est mariée à Beau Rothwell, 31 ans depuis 2015. Beau. Comme c'est beau comme prénom, pense Jennifer. C'est si romantique pour son mari de s'appeler Beau. Quoi de plus joli comme prénom? Elle, Jennifer, elle est ingénieure en chimie et elle est toute heureuse, car elle est enceinte de son mari après 4 ans de mariage et elle a vraiment hâte de lui annoncer. Pourtant, quand toute joyeuse et impatiente, elle lui a annoncé l'heureuse nouvelle, elle fut totalement déconcertée par la réaction de Beau, son mari. Au lieu de joie et de larmes d'amour, alors lui va rester froid, comme s'il s'en fichait de la nouvelle et voire même ça l'embêtait. Plus tard, elle va chercher sur internet avec son téléphone sur Google « Que faire si votre mari est contrarié que vous soyez enceinte ?» Ce qui montre bien à quel point elle ne s'attendait pas à la réaction de son mari et qu'elle est complètement déconcertée, qu'elle ne sait pas comment réagir et qu'elle demande même des avis sur Google. Le 11 novembre 2019, la journée commence normalement chez les Rothwell. Et là, abonne-toi parce que l'histoire dans cette DPAE va complètement déraper. Fais pause, abonne-toi. Merci, reprenons. Donc la journée commence normalement quand une dispute sévère éclate dans le couple. En effet, Jennifer a découvert que son mari la trompe avec une autre femme alors qu'elle attend un enfant de lui. Son pire cauchemar et toute sa désillusion se développent dans son cerveau. Elle est tellement triste et déçue. Comment ose-t-il faire cela? Une dispute bien sûr va s'en suivre parce que Beau, lui, il en a rien à faire. Ça lui est totalement égal de 1 de tromper Jennifer, de 2 qu'en plus elle soit enceinte de lui et lui il se défend à peine, il s'en fiche. Quand dira-t-il, et ce sont les dires de Beau,
il dira que Jennifer lui a dit « Dis-moi qui est cette femme, dis-moi qui est cette femme ». Lui, bien sûr, ne veut pas donner l'identité de sa maîtresse et dira-t-il encore, car ce sont ses dires, elle aurait dit de toute façon, l'enfant que je porte n'est pas de toi et ça l'aurait mis dans une rage folle. Elle aurait donc allégué que le bébé qu'elle portait n'était pas le sien, donc pas celui de Beau, son mari. À noter qu'un test de paternité va être effectué plus tard et c'est bien lui le père. Beau Rothwell a déclaré qu'il était entré dans une colère folle et qu'il avait frappé Jennifer à la tête avec un maillet, une sorte de marteau. Alors qu'elle trébuchait, qu'elle avait la tête qui tourne, et je le rappelle qu'elle porte son enfant, elle va se diriger de peur et hébétée vers la porte du garage. Et il a dit qu'il la suivait totalement enragée. Il dira « Dans la colère folle qui me submergeait, je l'ai frappée à nouveau encore et encore. Je crois que je lui ai fissuré le crâne. Elle est tombée inconsciente devant les escaliers. » Et là, quand vous pensez à Beau, vous vous dites que c'est une colère subite qui est arrivée d'un coup quand elle lui aurait dit que l'enfant n'était pas de lui. Vous allez voir. Cette histoire va partir dans tous les sens et c'est du grand n'importe quoi, je vous explique. Vous pensiez que jusque-là, rien n'était prémédité et que ce pauvre homme a été victime d'une pulsion meurtrière. Alors écoutez la suite. Pour l'instant, Beau se retrouve devant Jennifer, le corps inerte. Et après avoir vérifié, malheureusement, Jennifer est morte dans les escaliers du coup fatal sur la tête. Beau décide de porter Jennifer dans la voiture et de jeter son corps nu à 1 heure de chez eux au bord de l'autoroute. Aussitôt dit, aussitôt fait, jeter tant d'années d'amour et un futur bébé. Et sans aucun remords ni sans aucune lucidité, il va tranquille le lendemain se rendre à la police. Non parce que Beau, il n'a aucun remords, il ne pense pas du tout à ses années de mariage ni au bébé. Il suit son plan, il a jeté le corps nu de Jennifer comme un vulgaire colis au bord de l'autoroute. Il attend le lendemain et il va voir les policiers. Et vous allez voir que tout au long du récit de cette histoire, Beau, ce n'est pas le roi de l'embrouille ni de la magouille, il va tout faire vite, n'importe comment, et c'est l'un des pires tueurs que j'ai vus en termes de dissimulation de preuves, accrochez-vous. Donc après avoir jeté sans vergogne le corps nu de sa femme à environ 1 heure de chez eux, il va nettoyer la maison avec de l'eau de javel. Il va jeter négligemment des preuves dans une benne à ordures près de l'autoroute. Vêtements, bijoux, maillets, effets tachés de sang, hop, à la benne, comme toutes les années de mariage en une fraction de minute. Et il ne va pas se donner grand-peine, le Beau, et simplement déplacer la voiture de sa femme dans une rue voisine de leur maison. Beau Rothwell va ensuite tout naturellement, et c'est de pire en pire, signaler la disparition, comme je vous l'ai dit, de sa femme à la police. Le lendemain, le 12 novembre, comme si de rien n'était. Cependant, comme notent les autorités dans des documents, Beau Rothwell aurait dit à la police qu'il avait passé toute la soirée à la maison avec sa femme. Les policiers diront « Monsieur Rothwell a dit aux agents qu'il avait vu sa femme pour la dernière fois à 6h20 chez eux le matin du 12 alors qu'elle serait partie pour son travail. » Selon les mandats de perquisition, quelques minutes après son départ au travail, Beau va téléphoner 4 fois sur le téléphone de sa femme. Téléphone d'ailleurs qui a été retrouvé à l'intérieur de sa voiture, une Hyundai Sonata qui a été abandonnée sur le côté de la rue voisine, juste à côté comme je vous l'ai dit. Heureusement, après une enquête très rapide, Beau est retenu en garde à vue avec une caution de 100 000 $. Direct, la police, elle est au taquet du taquet et elle a compris que Beau, il avait affaire dans cette histoire. Mais la caution sera de courte durée et va être annulée tant la police sait qu'elle tient son meurtrier. Elle ne veut pas qu'il prenne la poudre d'escampette. Il va être officiellement arrêté après que la police a trouvé le tapis imbibé de sang et d'eau de javel lors de la fouille de la maison. Et d'autres preuves, telles que des cheveux et du sang récupérés dans le sous-sol de la maison de Jennifer et Beau Rothwell. Et Beau Rothwell, lui, qui n'est pas le crayon le mieux taillé de la boîte, va craquer instantanément au poste de police et tout leur dire direct, ainsi que les conduire au corps de Jennifer en pleine nuit à 23h30. Où là, la police avec effroi durant cette nuit va retrouver Jennifer, 28 ans, nue, enceinte, et morte déposée à 20 mètres de l'autoroute.
Un policier dira: Il est horrible que des choses comme ça se terminent de cette façon. Mais le fait que nous n'avons pas eu de bonnes nouvelles la semaine dernière durant nos recherches, nous avons estimé que cela nous conduirait à ce résultat. Malheureusement, c'est bon pour la communauté, pour la famille de Jennifer et pour sa mémoire d'avoir retrouvé son corps. De plus, ce nigo de Beau avait gardé un petit carnet à son travail où il avait tout noté, avantages et désavantages d'être marié, dans le genre pourquoi garder Jennifer ou pourquoi la faire disparaître. Je vous explique. En effet, quelques mois seulement avant de tuer Jennifer, Beau Rothwell a compilé une liste des avantages et des inconvénients apparents de la fin du mariage du couple. La liste a été découverte dans un carnet trouvé sur les lieux de travail de Rothwell par son patron, qui a été présenté comme preuve lors du procès. Il était écrit sur le carnet « Côté positif, de ne plus être marié, plus d'enfants, de mère triste, meilleure vie sexuelle, plus de respect, nouveau départ. » Du côté négatif de quitter sa femme, Rothwell a écrit « Jennifer et sa famille doivent déménager, perdre la moitié de mes actifs argent, éventuellement obtenir un autre emploi, ma déception familiale, entre autres éléments. » Prouvant ainsi que le meurtre était bien prémédité, c'est pas tout d'un coup Jennifer qui lui a dit « l'enfant n'est pas de toi » et il l'a tué avec le maillet, il y pensait d'avance. De plus, ils vont retrouver les recherches de Jennifer sur son téléphone sur Google. Que faire si votre mari est contrarié que vous soyez enceinte? Ce qui confirme bien que la situation du couple était loin d'être idyllique. Et là, nous avons d'autres motifs en plus de la liaison, la moitié de l'argent du couple. La police a en plus du reste des preuves vidéo qui montrent que Beau achète du nettoyant pour tapis, des gants, de l'eau de javel, la veille de la disparition de sa femme. Il a fait son shopping macabre un jour avant de tuer sa femme, donc c'était bien prémédité. Ce qui sera retenu contre lui, car aussi le nettoyage du sang sur le tapis est une falsification de preuves. Bien sûr, lui au tribunal, il va dire que c'est en partie la faute de Jennifer, qui lui a dit que l'enfant n'était pas de lui et qu'il l'a fait éclater dans sa rage meurtrière. Si tant est qu'elle ait dit cela, et de toute façon, on ne tue pas les gens et ça va être sa seule excuse et les jurés vont vite passer à autre chose. Mais, comme je vous l'ai dit, il ne trouvera pas d'autre excuse, bien que cela n'en soit pas une. Au tribunal, ce vendredi-là, la famille de Jennifer parlera de leur perte. Jennifer était une lumière brillante dans nos vies. Nous pensions que nous aurions plus de 28 ans avec elle, fini les moments de joie avec les amis et les parents. Rothwell, le tueur, a également fait une déclaration avant de recevoir sa peine. Il dira: Pour la famille de Jennifer, les mots ne peuvent pas décrire à quel point je suis désolé. Cela n'aurait jamais dû arriver. Après un verdict très rapide à établir, Beau Rothwell, 31 ans, est condamné à perpétuité et perpète c'est perpète pour le meurtre, la falsification de preuves et abandon d'un cadavre. Et aussi pour moi pour le meurtre du futur bébé, car après autopsie, on s'est aperçu que Jennifer était enceinte de 6 semaines. Voilà cette horrible histoire du mari pas fut-fut qui a tué sa femme pensant à sa maîtresse et à l'argent est terminée. Bon bah déjà, dis-moi si tu la connaissais et dis-moi ce que tu en penses du beau pas très fut-fut qui bah alors lui est pris en vidéo la veille en train d'acheter les produits de nettoyage et tout le tralala, qui en plus laisse à son travail un carnet où toutes ses intentions négatives, positives sont écrites à propos de son mariage, qui laisse des preuves dans le garage, à l'étage, sur le tapis, de sang, d'eau de javel, partout dans la maison. Alors là, c'est pas le petit poussé qui sème les cailloux, c'est Shrek qui en laisse partout. Dis-moi ce que tu penses de ce beau. Dis-moi aussi si tu ne penses pas que pour une fois, même si c'était clair devant eux, comme on est au milieu du visage, les policiers ont été réactifs au taquet du taquet et ont préféré virer la caution de 100 000 $ pour pouvoir le garder sous la main et qu'ils ne prennent pas la poudre d'escampette. Dis-moi ce que tu penses de toute cette affaire et on en revient encore au fait que ce sont toujours les enfants qui trinquent.
parce que lui, au lieu de divorcer, d'aller vivre avec sa maîtresse, il a préféré tuer cette pauvre Jennifer. Et cette histoire m'a vraiment énervée parce qu'elle n'avait rien demandé à personne, elle était heureuse d'être enceinte et du jour au lendemain, mais cet abruti de Beau qui porte très mal son prénom là pour le coup, hein, ce vilain, il a pété un plomb, il n'a pas vu, encore une fois, comme on le disait, la valeur de la vie et du jour au lendemain, il va tout foutre en l'air. Dis-moi ce que tu en penses et si ça ne t'énerve pas. On va se calmer et vous en conviendrez pour cette histoire. Vous allez me laisser un emoji. Attends, j'ai pas pensé à l'emoji, moi. Citrouille pour me faire plaisir car j'adore les citrouilles et si tu ne le trouves pas, tu m'en laisses un autre. Je voulais aussi remercier toutes les personnes qui, malgré le fait que c'est un peu différent quand je fais mes vidéos d'Halloween, les ont toutes regardées, ont commenté sous les vidéos et ont apprécié cette petite semaine d'une vidéo tous les 2 jours pendant Halloween. Mais merci les vrais d'être là tout le temps, même quand c'est pas forcément du true crime pur et dur. Si tu ne l'as pas encore fait, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai plus de 210 vidéos que tu pourras regarder. Alors abonne-toi, mais c'est gratuit en plus, ça ne te coûte rien. Et pour moi, c'est la meilleure chose que tu puisses faire pour m'aider. En tous les cas, si je te manque entre plus de 200 vidéos, tu peux aller sur mon Instagram Cécile Story One où je poste tous les jours des photos, des stories, soit des stories qui font peur ou des stories de mon quotidien sur Instagram. Il y a aussi la boutique où tu peux acheter des t-shirts citrouilles que j'ai dessiné moi-même, des t-shirts café, Père Noël maléfique, je vais bientôt le recevoir et vous le montrer. Tu vas juste sous la vidéo dans boutique shopping. Si jamais tu travailles dans un supermarché ou dans un magasin et que tu as un client qui achète des gants, des sacs poubelles, un couteau, de l'eau de javel, bon alors déjà relève son nom de famille sur la carte de fidélité et pense à regarder derrière toi. Je pense à vous bien fort parce que je sais que pour certains, le mois de novembre-décembre, ce sont des mois qui ne sont pas très faciles et vous n'êtes pas de très bonne humeur, voire même triste. Alors prenez justement ce temps pour penser à vous, restez à la maison quand vous ne travaillez, restez à la maison quand vous le pouvez, sous une couette bien au chaud devant vos séries que vous préférez, avec un chocolat au lait ou un café ou une tisane et pensez juste à vous poser comme une hibernation de douceur et à vous poser pour vous. Voilà, d'ici la prochaine fois, moi je pense bien fort à vous. Bye bye. Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre mes servantes et terminer mon soir.